J'ai pratiqué une discipline olympique qui s'appelle le taekwondo, une discipline qui vient de Corée. Palmarès en quelques lignes, je suis 18 fois champion de France dans la catégorie reine des poids lourds. Je suis 3 fois champion d'Europe, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 2 fois médaillé olympique. En ayant commencé le sport à 18 ans, très tardivement, j'ai quand même eu une belle ascension et surtout une très longue longévité dans la catégorie reine. Je souffrais du syndrome d'Alice et Pays des Merveilles. C'est le lapin, le fameux lapin qui court partout et qui dit « je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard ». J'étais fatigué qu'on me donne des t-shirts, des casquettes, des montres, enfin plein de cadeaux à chaque événement. C'est bien, mais c'est pas ce qui me faisait vivre. Salut les sportifs, c'est Hermano. Bienvenue sur le podcast Dans les vestiaires. L'objectif de ce podcast est de vous en dire plus sur les mécanismes qu'arrivent à mettre en place les grands artistes, les grands sportifs, les grands aventuriers pour financer leurs rêves et leur carrière. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous connecter à vestiaire.info. Vous retrouverez les articles avec tous les derniers épisodes. Aujourd'hui, je vous propose un épisode exceptionnel. À chaque fois, je suis ébahi par les invités EES et les invités que je reçois. Après un grand Pierre Frolat qui nous a donné une grosse claque, non seulement en termes de valeur et d'état d'esprit sportif, j'ai reçu l'une de ses recommandations, Pascal Gentil, un athlète qui m'a fait vibrer à la fin de mon adolescence. Moi qui ai commencé le sport par le judo, j'ai découvert en cet athlète dans un autre domaine qui était le taekwondo, un sportif exceptionnel. Président de la commission des athlètes, council member de la Fédération mondiale de taekwondo, décoré par le président français et élevé au grade de chevalier de l'ordre national du mérite, je vous propose une interview avec celui qui se définit lui-même comme un gentil, pas un méchant, et il porte très bien son nom puisque je vous propose l'interview de Pascal Gentil. Vous le verrez, mon invité était très très loin en Chine. Le réseau a été parfois très capricieux. Et oui, le grand firewall chinois a frappé. Du coup, vous entendrez parfois des petits problèmes de son, que ce soit de son côté ou du mien. Parfois, nous avons même un petit peu perdu notre propos. En tout cas, je suis très content de vous faire découvrir cette fabuleuse interview. Allez, assez parlé. Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires et je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous le savez, on a déjà fait une série de karatéka femmes. Alors aujourd'hui, on va continuer dans les sports de combat avec un grand champion français en la personne de Pascal Gentil. Salut Pascal. Salut Hermano. J'ai fait cette introduction en parlant de 2 karatékas que j'ai déjà reçus. Ouais. Tu étais dans les sports de combat, pas vraiment le karaté. Qu'est-ce que tu as pratiqué pour ceux qui ne te connaissent pas et je doute qu'il y en ait encore? Très simplement, j'ai pratiqué une discipline olympique qui s'appelle le taekwondo, une discipline qui vient de Corée et j'ai eu la chance et le privilège de ramener la première médaille olympique du taekwondo pour la France. J'ai récidivé 4 ans après aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Donc Sydney 2000, je ramène une médaille de bronze et 4 ans après, en 2004 à Athènes, je ramène une deuxième médaille de bronze. 4 ans après, pour les Jeux de Pékin, malheureusement, j'étais qualifié pour les Jeux et à un mois de l'échéance, je me blesse et je suis remplacé par un valeureux combattant qui s'appelle Michael Boro et malheureusement qui n'a pas réussi à réitérer l'exploit. Voilà, donc mon palmarès en quelques lignes, je suis 18 fois champion de France dans la catégorie reine des poids lourds. Je suis 3 fois champion d'Europe, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde et 2 fois médaillé olympique, double médaille olympique. Pas trop mal comme palmarès, hein. On aurait du mal à faire mieux. Peut-être Teddy Riner, quoi, mais. Ouais, Teddy, il est loin devant. J'ai aucun regret, mais j'ai pas la carrière que j'aurais souhaité avoir. Paradoxalement, j'ai gagné 3 Coupes du Monde, mais je n'ai jamais gagné le titre reine, c'est-à-dire le champion du monde. C'est différent chez nous. La Coupe du Monde, c'est un World Series avec les 4 ou 5 meilleurs mondiaux. Et quand je combattais contre uniquement les meilleurs, je gagnais. Et au championnat du monde où on a 2 ou 3 combats en plus, j'ai jamais réussi à tirer mon épingle du jeu, puisque c'est un vrai marathon tout au long de la journée. Les Jeux Olympiques, je n'ai jamais été champion olympique. J'ai ramené 2 médailles pour mon pays, mais je n'ai jamais ramené la belle médaille d'or. Mais voilà, en ayant commencé le sport à 18 ans, très tardivement, j'ai quand même eu une belle ascension et surtout une très longue
longévité dans la catégorie reine. Après ce bel énoncé de ton palmarès, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur tes débuts dans le sport. Tu nous as dit que tu as découvert le sport à 18 ans. Oui. Tu as découvert le sport à 18 ans ou tu as découvert le taekwondo à 18 ans? Alors, j'ai découvert le taekwondo et le sport à l'âge de 17 ans, plus précisément. Euh, à l'époque, je vivais à Fontenay-sous-Bois, Val de Fontenay, dans le 94. J'ai un copain qui pratiquait le taekwondo. À l'époque, on traînait beaucoup dans la MJC. C'était l'époque du breakdance et on essayait. Enfin, moi, j'étais un peu nul, je l'avoue, mais j'essayais de tourner sur la tête. J'essayais de faire du hip-hop. Et quand je vois qu'aujourd'hui que le breakdance est discipline olympique, je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir. Et un jour, il s'est amusé à faire un coup de pied, à montrer un peu ce qu'il savait faire, et il a quasiment, littéralement collé son pied au plafond. J'étais bluffé, impressionné. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit je fais du taekwondo. Et je l'ai suivi. À l'époque, j'avais pas un radis. Il est né d'une famille de 4 enfants. Ma mère était aide-soignante, mon père était préposé PTT. Et j'étais le plus assidu des élèves. J'allais à tous les cours. Mais comme j'avais pas de moyens financiers, je regardais tout ce qu'ils faisaient. Et après, dans la rue ou chez moi, je refaisais les mouvements. Donc voilà, ça a été les débuts. Donc ça, c'était précisément décembre, janvier en 90. Je travaille 2 mois l'été dans un restaurant et en ayant les sous en poche, je commence en septembre 91 le taekwondo dans le club. Je me paye ma première licence. Donc je paye. Donc ça veut dire que je m'engage. Et je demanderai à mes parents, si ce n'est qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Et ma mère elle était tombée par hasard sur une démonstration des Jeux Olympiques de Séoul en 88 à la télévision. Elle avait été impressionnée, bluffée. Enfin, je sais pas si tu te souviens de ces images où tous les Coréens étaient dans le stade olympique et faisaient des coups de pied synchronisés. Enfin voilà, c'était assez impressionnant. Et ma mère, spontanément, a dit « Ah, j'aime bien ça ». Ah bah voilà, tu as été adoubé par maman, donc tu y es allé. Voilà. Quand elle a dit « J'aime bien ça », pour moi, ça voulait dire « Ok, tu peux en faire, il n'y a pas de problème ». Et puis voilà, je me suis inscrit, j'ai travaillé, j'ai payé ma première licence. Et puis très rapidement, 91, 93, j'ai terminé deuxième au championnat de France. J'ai gagné la même année la Coupe de France. 94, je gagne la Coupe de France, je gagne les championnats de France et je gagne le championnat d'Europe. Et puis après, les choses s'enchaînent. Je fais en 95 les championnats du monde, je termine deuxième. Et puis, à l'époque, le taekwondo n'était pas sport olympique. Atlanta en 96, on a été programmé pour 4 ans plus tard pour les Jeux de Sydney en 2000. Et voilà, j'ai été performant encore les quatre années, de 96 à 2000, régulièrement sur les podiums internationaux, européens ou mondiaux. Et puis en 2000, j'ai montré au monde entier ce qu'était le taekwondo et de quoi j'étais capable. Ouais, je me souviens, moi j'avais tout juste 20 ans, je suivais aussi le triathlon parce que c'est mon sport de prédilection et c'était la première année à Athènes en 2000 et j'étais impressionné de voir ce petit Français, enfin petit entre guillemets, un petit Français montrer à la France entière ce que c'était que le taekwondo et revenir avec une médaille et franchement je te félicite pour ça. Merci beaucoup, merci. En général j'ai pour habitude de poser la question à mes auditeurs, quand est-ce que ton besoin de financement a vraiment démarré dans le sport? Toi, tu as déjà éludé la question puisque tu nous as répondu. Tu nous as dit que tu suivais les cours à travers la fenêtre en regardant les autres faire les mouvements et puis tu essayais de les répéter après chez toi ou dans la rue. Et quand tu as eu les moyens de te payer ta première licence et ton premier kimono, j'imagine, tu y as été et c'est comme ça que l'histoire de Pascal Gentil a commencé, c'est ça? Tout à fait. Pour être un peu plus précis, c'était pas au travers de la fenêtre parce que je rentrais dans la salle, je m'asseyais. Je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire exubérant, mais aussi quand même un peu avenant. Je parle à tout le monde. J'arrive à rompre facilement la glace. Donc je parlais avec tout le monde. Je découvrais quelque chose de nouveau. J'ai été très bien accueilli. Et puis bon, j'étais assis dans la salle. Je regardais.
Je me souviens mes premières compétitions, puisque tu me replonges un peu dans mon passé. Certaines compétitions, je ne combattais pas. J'allais dans la compétition, je mettais mon kimono, ou je crois même pas. Je suis même pas certain que je mettais mon kimono. Et pendant toute la journée, je faisais des coups de pied dans les allées, dans les travées. Et les gens qui me connaissaient pas, ils se demandaient ce que je faisais, et ils se pensaient que j'allais combattre, mais je combattais pas. J'étais tellement motivé. En fait, voilà, c'était ça. J'avais une grande volonté d'apprendre, une grande soif d'apprendre. Je souffrais du syndrome d'Alice et Pays des Merveilles. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est le syndrome d'Alice et Pays des Merveilles? C'est le lapin, le fameux lapin qui court partout et qui dit je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, avec sa montre dans la main, à gousset. Et voilà, dans ma tête, c'était ça. Je savais que les Coréens commencent le taekwondo à l'âge de 3-4 ans. Ils en font en école primaire, ils en font en université, ils en font à l'armée, ils en font partout du taekwondo. Et donc, du coup, dans ma tête, j'étais en retard. J'étais en retard. Et donc, je redoublais d'efforts. Je travaillais, j'essayais d'assister à tous les entraînements, gradés, advance, débutant, puisque j'étais débutant. J'essayais de faire tous les cours, technique, combat, enfin, pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre. Pendant ce temps-là, donc tu avais 18 ans, est-ce que tu continuais à aller à l'école, tu continuais à étudier? Alors, au niveau de mes études, en fin de troisième, je savais pas trop quoi faire. Je me considérais pas fait pour de longues études. J'avais envie de bifurquer dans la vie active. Donc, j'ai redoublé une première année. Je savais pas quoi faire. Et la deuxième année, je suis parti dans le milieu de l'hôtellerie, puisque moi, je suis quelqu'un qui a la notion de service. De toute façon, si j'étais pas parti dans l'hôtellerie, je serais parti soit dans la sécurité, ou soit dans l'armée, ou soit dans la police, ou dans différents services opérationnels. Voilà, je suis parti dans l'hôtellerie et donc j'ai fait ça. J'ai eu mes diplômes, CAP, BEP. J'ai fait une mention complémentaire traiteur. Donc j'avais toutes les armes pour pouvoir travailler en restaurant, chez un traiteur et autres. Et puis assez rapidement, j'ai commencé à avoir des résultats. Et puis en 96, ils ouvraient le premier centre d'entraînement permanent à Aix-en-Provence. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait mes bagages. J'ai quitté la région parisienne. Je suis parti m'entraîner, à Aix-en-Provence, où je suis passé d'à peu près 7 à 10 heures d'entraînement par semaine à 6 heures d'entraînement quotidienne. Donc ça a été assez violent. Bon, alors pour ceux qui sont pas très bons en maths, on va dire que tu t'entraînais 6 jours par semaine, donc 6 x 6, 36 heures par semaine. C'est ça. Tous les jours, 5 jours sur 7. 5 jours sur 7. Tu récupérais quand même 2 jours dans la semaine. Le week-end, il fallait, vu qu'on s'entraînait dur, il fallait s'amuser dur. Le week-end, c'était pas les jours de compétition, justement? Bon, à l'époque, il n'y avait pas autant de compétition. Maintenant, aujourd'hui, il y a un ranking mondial. Donc, pour pouvoir rester dans le top élite, tu fais des compétitions quasiment tous les week-ends ou toutes les 2 semaines. Mais à l'époque, c'était pas le même système. Il y avait 2 grands rendez-vous dans l'année. Il y avait soit le championnat d'Europe, soit les championnats du monde, ou 3 avec la Coupe du Monde. Et moi, je mettais un point d'honneur à remporter au moins une de ces compétitions majeures. En fait, mon secret, ça a été, au début de chaque année, je me disais, cette année, j'ai rien gagné. Donc, si je veux vivre, puisque, comme tu disais, j'avais des besoins, j'étais pris en charge par ma fédération, donc ils me payaient dans un premier temps mon logement. Bien sûr, j'étais dans un centre d'entraînement où je pouvais également me nourrir. Mais très rapidement, j'ai dû, vu que j'étais senior, j'étais adulte, j'ai dû subvenir par mes propres moyens à mes besoins. Donc, ça a dû passer par les sponsors. Excuse-moi, je réponds avant que tu me poses la question. Très rapidement, j'ai dû aller j'ai dû partir à la bataille des sponsors, un petit peu comme tous ces sportifs de haut niveau aujourd'hui qui sont professionnels dans l'entraînement, mais amateurs dans le fonctionnement.
puisque très 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 tardivement, on a commencé à parler d'un statut de sportif de haut niveau. Très rapidement, on a commencé à parler de couverture sociale pour le sportif de haut niveau qui s'entraîne comme je m'entraînais 6 heures par jour. Je peux vous dire que quand vous entraînez 6 heures par jour, ça en laisse pas mal sur le carreau et ça laisse des séquelles forcément. Ou bien on s'endurcit et on devient une espèce de Robocop insensible à la douleur et prêt à aller au front à n'importe quelle bataille, quoi. Donc voilà un petit peu. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà un petit peu dans quel contexte entre 96 et 2000 j'ai évolué. Et les sponsors, je l'ai pas dit, j'y venais. Les sponsors, me trouvaient très sympa, très avenant, très performant, mais voilà, ils préféraient mettre de l'argent dans le foot, sur Marcel Desailly ou dans d'autres disciplines, David Douillet dans le judo par exemple, ou Laura Flessel. Et donc du coup, la seule chose que j'ai réussi à dealer avec eux, parce que j'étais fatigué qu'on me donne des t-shirts, des casquettes, des montres, enfin plein de cadeaux à chaque événement, c'est bien, mais c'est pas ce qui me faisait vivre. Et j'ai mis en place des primes à la performance. D'accord. Et donc, ce qui fait que c'était un surcroît de motivation qui faisait que j'étais obligé de gagner une compétition majeure et un championnat de France minimum pour pouvoir avoir le minimum à vivre. C'est pas mal comme mécanisme que tu as pu mettre en place. C'est assez intelligent en fait. Et je vais te dire encore autre chose. Moi, le peu que je gagnais, je l'investissais dans l'immobilier. Pour moi, c'était une valeur sûre et refuge. Mon premier job, j'ai bénéficié des premiers contrats d'insertion des sportifs de haut niveau. J'habitais à Aix-en-Provence, je travaillais à la mairie de Marseille et je gagnais à peu près 1 000 € par mois. J'avais obtenu un crédit et je remboursais 2 000 € par mois, ce qui faisait que en plus de mes entraînements, je faisais des stages, je faisais des cliniques déclarées bien sûr, puisque j'avais créé une société. Ours Blanc, c'était celle de David Douillet, et moi, ma société s'appelait Tigre Noir. Donc je facturais des prestations et je faisais le tour du non pas du monde mais de la France et de Navarre, et j'allais enseigner, voilà. Donc ce qui me faisait un complément de salaire. En plus de mon salaire de fonctionnaire ou d'attaché territorial. En fait, ma fonction précisément, j'étais contrôleur de l'hygiène dans les cantines scolaires de la ville de Marseille. Je faisais la traçabilité des produits, les normes HACCP. Comme moi j'avais travaillé dans la restauration, j'étais passé de l'autre côté, j'étais contrôleur de l'hygiène dans les cantines scolaires. J'imagine que quand un contrôleur de l'hygiène scolaire qui est Pascal Gentil arrive, une blouse blanche qui débarque à l'improviste avec ma carte. Alors, non, mais c'était, moi j'étais pas très connu à l'époque, hein. Donc 96, non, j'étais pas très connu. Bien sûr, j'ai eu pas mal d'articles et de reportages là-dessus par France 3 Provence, Michel Aliaga. Mais voilà, c'est vrai que ils étaient surpris quand ils me voyaient débarquer avec mon accent, mon titi parisien et mon accent. Ils étaient surpris. T'es pas vraiment dans les canons des contrôleurs habituels, t'es un petit peu plus grand, exactement. Un petit peu plus baraque. Non mais bon, très bon, j'avais pas la toque, j'avais uniquement la calotte sur la tête. Mais c'est vrai que quand ils ouvraient la porte, oui, bonjour, c'est pourquoi je viens contrôler les cantines, l'hygiène dans les cantines, les températures au frigo. Non, mais c'était super, hein, ça me permettait de vivre. Et je faisais ça le matin et l'après-midi, hop, je filais à Aix-en-Provence pour reprendre les séances. Alors justement, pour revenir un petit peu plus sérieusement dans le sujet, tu me disais que tu étais un des premiers à avoir bénéficié de ces CIP, les conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Tout à fait. J'ai déjà eu plusieurs sportifs à ce micro qui nous en ont parlé. Alors toi, tu disais que tu travaillais le matin et tu pouvais t'entraîner l'après-midi. Donc tu n'étais pas dans un détachement à 100%. Non, j'étais pas dans un détachement. Non, je travaillais. J'avais la souplesse de pouvoir organiser mes tournées. Donc, je pouvais, admettons, si la cantine ouvrait
si l'école ouvrait à 7h ou à 8h, je pouvais à 8h faire la, la maternelle de Sakakini, celle de La Rose ou celle de, enfin voilà, je faisais mon itinéraire, je contrôlais 3 ou 4 cantines et après hop, je prenais ma voiture et je refilais à Aix-en-Provence pour aller m'entraîner quoi, donc en fait j'avais 2 vies, je m'entraînais et je travaillais et le week-end je travaillais pour rentrer des sous pour mes crédits. Oui, parce que tu disais, tu touchais à peu près 1 000 euros de la Marine Marseille, mais tu avais 2 000 euros à rembourser. Donc, il y avait un petit déficit quand même. Il fallait combler ce déficit. Et j'ai toujours, je suis un mec de challenge. J'ai toujours fait comme ça. Je me suis toujours mis, voilà. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionne toujours comme ça. Je me mets toujours des défis. Et ma plus grande difficulté, j'ai envie de dire, ça a été de décider quel défi j'allais relever une fois que le jour où j'avais décidé d'arrêter ma carrière sportive. Ah, alors ça, j'allais y venir justement sur la partie reconversion. Juste avant, parce on est passé quand même très vite à 96, donc la période 96-2000 où tu étais à Aix-en-Provence. Mais avant de 91, tu découvres le taekwondo. Donc 91 jusqu'à 96, quand tu commences à monter en puissance, quelles étaient tes sources de revenus? Comment est-ce que tu arrivais à t'en sortir? Parce que tu t'entraînais, tu l'as dit, une dizaine d'heures par semaine, mais mine de rien, il fallait travailler, il fallait peut-être chercher des sponsors quand même. Oui, je cherchais des sponsors. Je commençais à être performant. Je me souviens, je crois que c'est en 95 quand j'étais vice-champion du monde. La ville de Fontenay-sous-Bois m'a demandé qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'avais aucune idée. J'ai demandé un poste et tout le monde m'a dit génial, t'as demandé un travail. Non, j'ai demandé un poste. Vous savez, les postes radio, là. À l'époque, on voyait les blacks avec les grands postes radio. J'avais demandé une chaîne IFI. Enfin, voilà, j'avais aucune idée. Je montais des dossiers. C'était tout nouveau pour moi. Maintenant, je peux vous dire que je suis aguerri pour faire un dossier de presse. La communication, enfin, je connais un rayon, quoi. Les interviews, toutes ces choses-là. J'ai appris au gré. En fait, c'est là où je suis assez content de ma carrière, entre guillemets, parce que j'ai rien eu. Et tout ce que j'ai eu, c'est que je me suis battu pour l'avoir. J'ai été le chercher. Et quand je vois tous ces sportifs, footballeurs, ou tous ces, enfin voilà, il y a des sports qui sont mieux dotés que d'autres. Au final, je sais pas si c'est leur rendre service, en fait. Moi, je connais très bien Michel Platini. On travaillait ensemble, non pas sur le pacte de la performance, parce que le pacte de la performance, c'est quelque chose de très, très récent, dont Stéphane Nomis s'occupe aujourd'hui. Mais on faisait partie de la commission des athlètes de haut niveau. Donc Michel Platini travaillait, était présent au comité olympique et on échangeait. Il était à côté de moi et quand je lui racontais ma vie, il hallucinait. Il me dit mais n'importe quel footballeur pour chez nous dans le sport en centre de formation est déjà pris en charge et ci et ça et il comprenait pas. Enfin il comprenait pas. Il tombait des nues presque. Alors est-ce que du coup ça lui a donné des idées pour s'impliquer un peu plus dans le sport non football, le sport plus dur, le sport du sérail? Non, Michel, c'est un ami, hein, il était très, très occupé avec l'UEFA et avec la FIFA également. Mais je trouvais ça bien d'avoir son retour et sa vision et qu'il soit présent à nos côtés. Je trouvais ça très bien. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour rajouter une petite anecdote personnelle, moi ça fait 12 ans que je suis au Luxembourg. J'ai toujours fait du sport depuis que j'ai 14-15 ans. Alors pas à un niveau très élevé, mais bon, j'ai été en championnat de France en triathlon et quand je suis arrivé au Luxembourg, un entraîneur que j'ai découvert, avec qui on est devenu très très proche maintenant, m'a dit écoute, tu devrais aller faire un test d'effort. Donc je suis allé faire un test d'effort et dans la clinique où j'étais, il y avait des footballeurs qui étaient là et qui discutaient. Donc des gars qui disaient clairement qu'ils étaient semi-pro au Luxembourg, qui touchent environ, alors à l'époque ça fait une dizaine d'années, 5-6 000 euros par mois,
pour taper dans la balle 1 heure par jour et ils se demandaient ce qu'ils allaient faire le soir. Est-ce qu'ils allaient boire des bières? Est-ce qu'ils allaient acheter des bouteilles de whisky? Ou est-ce qu'ils allaient faire... quel type de teuf ils allaient faire? Et je trouve quand même que effectivement, il y a une grosse injustice entre certains sports et aussi entre certains pays. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je ne connaissais pas tout ça. Et c'est bien de se confronter. Moi, très rapidement, je me suis, entre guillemets, vu comme un Zidane, comme un, j'en sais rien, comme un Douillet, comme une Flessel, comme tous ces gens qui étaient à la pointe de leur discipline. Ah ben, on gagnait pas on n'avait pas du tout les mêmes salaires, mais on se côtoyait, on se respectait. Enfin, en plus, moi, Zidane, moi, j'habitais à Aix-en-Provence, donc il venait souvent à Marseille et il venait de temps en temps à Aix pour se détendre. Oui, tous ces gens-là, je les ai croisés et j'ai gardé avec beaucoup pas mal d'amitié. Bon, c'est bon à savoir. Hein. Je reviendrai vers toi quand j'aurai besoin d'introduction. Mais ça sera du off. Ok, donc 91-96, période un peu galère où tu essaies de trouver des solutions pour t'en sortir. 96, repéré très sérieusement par la fédération et puis tu pars au centre d'entraînement qui vient d'ouvrir à Aix-en-Provence. 96-2000, un peu la phase d'apprentissage, la phase de montée en puissance jusqu'au premier JO. Et puis 2000-2004, alors là c'est le grand Pascal qui revient avec 2 médailles des JO et la carrière qui est vraiment lancée. Est-ce que le fait déjà de participer aux JO et encore plus pour toi de revenir avec une médaille a changé quelque chose dans ta carrière? Ah oui, forcément. Quand tu te rends compte que la portée des Jeux Olympiques, déjà la première chose à dire, c'est que j'ai été décoré par le président et élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'il y avait que les médailles olympiques qui avaient ce type de distinction. Oui, mais pour moi, il y avait qu'une chose j'étais obnubilé par l'or, en fait. Parce que je me disais que l'or changera ma vie et pas le reste. On ne se souvient que du champion. Et finalement, pour quelqu'un qui n'est que médaillé de bronze au jeu, j'ai laissé des traces assez indélébiles, j'ai envie de dire, dans le sport français. Voilà. Et quand j'ai vu qu'à la fin de ma carrière, j'avais quand même un petit peu d'économie et j'ai connu pas mal de footballeurs qui, à la fin de leur carrière, n'avaient rien. Ben, quand je suis arrivé ici le 1er mai 2009, la première fois, en Chine, j'étais célibataire, j'ai commencé à me remettre à lire les différents magazines, les différentes interviews que j'avais données. Et là, je me suis dit, mais j'étais fou quand même. Je déclarais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ce que j'ai dit, je l'ai fait. Mais je me remettais à la place des gens qui m'écoutaient ou qui m'entendaient à ce moment-là. Ils devaient dire, mais c'est qui ce mec, quoi? C'est quoi cet extraterrestre? Et voilà, j'avais une telle foi, une telle confiance que je n'avais aucun doute sur ma réussite future, quoi. Alors moi j'ai peut-être une réponse pour toi à la question qui c'est ce mec, qui c'est cet extraterrestre. Je répondrais peut-être juste c'est un sportif et même un grand sportif. Et je pense que c'est justement ça qui différencie les sportifs amateurs des très grands sportifs dont tu fais partie. C'est tous ces mécanismes, toute cette résilience que vous arrivez à trouver aussi bien dans le sport que dans le financement de vos carrières. C'est le mot, c'est la résilience. Si tu veux, moi j'ai commencé le sport à 18 ans. 18 ans, c'est très tard. Je considère avoir réussi dans le sport, même si, comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas touché l'or au monde ou l'or aux Jeux Olympiques. Néanmoins, j'ai d'une certaine façon appris le cheminement, la route du succès. Et en gros, aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, c'est exactement les mêmes mécanismes. Comme tu dis, résilience, persévérance, volonté, travail, tous ces mêmes valeurs que tu peux retranscrire tout de suite sur un tatami. Un des 2 téléphones qui a planté, donc l'autre peut le unmuter. Ah, voilà. Donc je disais, on est dans le big data, on travaille avec des data scientists
Et, et voilà. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, c'est d'amener le marketing sportif et le sport de façon générale à un niveau jusque-là inégalé, en nous appuyant sur la recherche, la technologie et évidemment les data. En tout cas, il va falloir qu'on reste en contact parce que moi, mon objectif avec ce podcast, c'est justement de montrer aux gens que, enfin, les sportifs de haut niveau, ce sont pas des gens qui restent les pieds assis au bord de la piscine à attendre que l'argent tombe. Ce sont des gens qui s'entraînent dur. Ce sont des gens qui se battent au quotidien pour financer leur carrière. Exactement. Quand j'ai démissionné en octobre, je suis arrivé début janvier. Janvier, février, mars, au bout de 3 mois, j'en avais marre de toucher le chômage. Moi, le chômage, pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, j'ai pas de travail, ben je cherche un travail et je suis quelqu'un de très positif. Quand je dis aux gens que je démissionne, je leur dis mais t'es fou, t'as rien derrière, tu démissionnes. Je dis ben oui, je pars suivre ma femme, je démissionne. Et voilà, je suis arrivé ici. Les gens du taekwondo, ils arrivaient, ils sont dit, ben on va faire des choses ensemble. Voilà. Et puis j'ai été recruté par Bejok, qui est Enterprise Géoconstruction, qui est une société de construction qui construit les sites de bobsleigh, de skeleton, de luge et les pistes de descente, et qui ne connaît rien au mouvement sportif et qui va recruter justement pour faire le lien, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et tout ça pour dire que voilà, voilà, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'apprendre. Il faut pas avoir peur de se mettre en danger. Il faut pas avoir peur de se réinventer. Et il faut surtout être clairvoyant. Aujourd'hui, ça a coupé après. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Mais tu ne me vois pas. Je t'entends, je te vois. Je vois même la petite puce derrière toi. Mila, ouais. Je disais, quand je suis arrivé, évidemment, le taekwondo chinois se sont frottés les mains, puisque je suis président de la commission des athlètes. Je suis council member, je suis au board de la Fédération mondiale de taekwondo. Donc, ils se sont un peu frottés les mains en se disant, ce mec-là, il est dans les instances internationales de la Fédération mondiale. Dans un deuxième temps, Bejok, Beijing Enterprise Construction, une société d'État, le gouvernement chinois, spécialement dédiée pour la construction des infrastructures pour les Jeux Olympiques d'hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois développent tout l'environnement des winter sports, puisqu'il n'y avait rien. Et ils ne connaissaient pas du tout. C'est pas du tout une société qui était sports oriented. Et donc j'ai terminé la mission il y a 2 mois. Et depuis, comme je te disais, je suis fier de travailler avec une société qui s'appelle DNA Group, où là, on travaille dans un autre registre. On est dans la blockchain, on est dans l'université, on est dans le health and safety. Donc aujourd'hui, on est en capacité, avec ces solutions intelligentes, à déceler dans des stades de foot les gens qui ont la fièvre et qui sont potentiellement porteurs du coronavirus. Donc, d'une certaine façon, on apporte notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on commence à travailler avec des sportifs de haut niveau pour les aider à améliorer leur performance en analysant toute une multitude de data. C'est vraiment la technologie qui se met au service de la performance sportive. Donc, je suis super content et fier de discuter avec des grands clubs et avec des fédérations et surtout travailler encore avec les athlètes et comme tu disais tout à l'heure, que des gens que je connais et que j'apprécie. Du coup, on a sauté très rapidement de ta carrière de taekwondo à ta reconversion. Est-ce que tu peux nous en dire quand même un petit peu plus sur la reconversion ? Comment est-ce que se passe la reconversion pour un athlète comme toi, à partir du moment où tu décides d'arrêter ? Avant la reconversion, je parle pas trop de ma carrière sportive en fait. Je pense que c'est par pudeur, mais que dire ? Déjà c'est galère, c'est la galère. Sportif de haut niveau, c'est la galère. C'est dur, c'est un double ou un triple projet.
Tu dois être irréprochable, tu dois être un communicant, tu dois être un père de famille, tu dois être un chef d'entreprise, tu dois être un comptable, tu dois être un fiscaliste, tu dois être tout, tu dois avoir toutes ces casquettes. Et j'avais toutes ces casquettes. Pourquoi j'en parle pas? Parce que c'était l'enfer. Parce que c'était l'enfer. Sportif de haut niveau, tu t'entraînes 6 heures par jour tous les jours, bah c'est l'enfer. C'est dur, t'as mal partout et tu te poses pas de questions et c'est ton sport puisque c'est une passion. Mais tu souffres. Il y a rien de plus violent que le sport de haut niveau. Il y a rien de plus violent que le sport de haut niveau. Donc c'est vrai que j'en parle pas. Je garde ça. Moi, je suis quelqu'un quand je suis dans l'effort, je raconte pas ma vie. Je suis pas en train de parler. Si on fait une séance, tu vas me faire du vélo, du truc. Ben voilà, c'est un peu comme over the top. Je tourne la casquette et où je tourne la casquette dans ma tête et voilà. Et je sais que j'en ai pour 20 minutes d'effort ou 1 heure d'effort et je suis dans mon effort. Je suis sur moi, sur ma concentration, voilà, sur tout un tas de choses, enfin que je ne pourrais pas trop développer. Voilà. Donc c'est pour ça que je passe rapidement sur carrière. C'est redondant, c'est une compétition majeure. Donc du coup, ouais, j'en parle pas trop parce que c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. À la fin de ma carrière, quand même, vu que j'étais connu, j'ai pu participer quand même à des jeux de réalité, à des choses un petit peu hors cadre, mais qui m'ont fait quand même gagner un petit peu d'argent. Ça s'appelait la Première Compagnie. C'était en Guyane. On faisait le thème du bootcamp. Sir, yes sir. On m'avait proposé Danse avec les stars, que j'aurais voulu, que j'aurais adoré faire, puisque j'aime beaucoup la danse. Mais ça coïncidait à une période où j'ai travaillé beaucoup en sécurité et je trouvais qu'il n'y avait pas de différence entre faire une émission Danse avec les stars et après arriver en tant que commercial dans une entreprise pour vendre des services de sécurité. Donc voilà, j'ai toujours essayé d'être cohérent dans ce que je fais. Je reviens à DNA. C'est pour ça que il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. La reconversion. Donc tu m'as demandé qu'est-ce qui fait, comment, pourquoi. Peut-être juste avant la reconversion, c'est le déclic. À quel moment tu dis, bon écoute, là, je crois que j'ai atteint mon paroxysme? Non, c'est pas un paroxysme. Le déclic, c'est 2008. 2008, crise financière. J'ai des copains qui courent nus dans les rues et du coup, je me dis, je vais être vulgaire, je suis pas du tout vulgaire. Putain, si les gens de l'athlétisme courent nus dans les rues pour avoir des sponsors, je pense que le taekwondo, ça va être compliqué. Donc, il est temps de changer son fusil d'épaule. Tu te souviens que moi, je peux pas me permettre, tout est à l'équilibre. Je gagne, ce que je gagne, je le réinvestis. Enfin, c'est ric-rac. Donc, cette crise financière, je me suis dit, là, il y a un risque. Et donc, je suis parti à l'époque aux États-Unis, à Portland. À l'époque, j'avais plein de rêves de cinéma. Je côtoyais Van Damme. J'allais voir des producteurs à Los Angeles. En France, j'étais très proche de Luc Besson, qui m'avait mis sur un ou deux de ses projets, Danny the Dog et Le baiser mortel du dragon. Au final, je suis parti aux États-Unis chez mon meilleur ami qui vivait à Portland. J'avais passé les fêtes avec Nicolas Batum et sa maman et sa sœur, qui venaient de signer à Portland, dans l'Oregon. Et pendant au moins 3 semaines, je ruminais, je réfléchissais, je me faisais mon bilan de compétences, je me faisais mes plus et mes moins, je me faisais mes cases et au final, j'ai décidé non pas d'être acteur, mais j'ai décidé d'être acteur de réussite. Et donc, j'ai choisi de partir vivre en Chine, travailler pour un groupe international qui s'appelait Veolia. Et voilà, je suis parti, j'ai appris un métier qui est la sécurité, formé par le directeur de la sûreté et de la sécurité du monde du groupe Veolia. Et en parallèle de ça, je faisais ce que je sais faire très très bien, c'est-à-dire du public relation avec les ambassades, l'ambassade de France en Chine et la chambre de commerce. Je représentais non pas la France, mais le groupe Veolia. En interne, je faisais de la
sécurité pour les salariés, 10 000 salariés du groupe. Et en externe, je m'occupais des relations institutionnelles et avec l'ambassade de France en Chine et avec la chambre de commerce, la CCISC, la chambre de commerce et d'industrie en Chine. Une belle reconversion. Tu t'es donné à fond dans ton sport. Tu as pris un risque en arrêtant ta carrière en 2008, mais malgré tout, tu as pu rebondir et maintenant tu continues à en profiter, à en vivre. J'ai pris un risque en quittant mon pays. Je pense que beaucoup de gens, avec le carnet d'adresses que j'ai, mes connexions politiques de ci et de ça, seraient restés en France, auraient essayé de se greffer soit sur la fédération, sur un poste d'entraîneur national ou autre. Et bien sûr que j'ai gardé tout mon réseau, tout mon carnet d'adresses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai 2 téléphones. Mais il a été payant. La Chine aujourd'hui, c'est un pays qui est en pleine croissance et c'est un des grands acteurs aujourd'hui sur l'échiquier international. Mon fils qui est à côté là est né en Chine. Mes enfants, ma grande de 3 ans là qui est derrière, ça fait 1 an et demi qu'elle est là. Elle a une nounou chinoise, elle parle le mandarin. Enfin voilà, quand tu es un enfant et que tu parles plusieurs langues, que tu parles l'anglais, le français, le mandarin, je pense que tu es armé pour l'avenir. Très clairement. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui parlent 4 ou 5 langues et c'est un avantage très certain, je pense, pour leur avenir. Tu n'as quand même pas répondu à ma question. Comment est-ce qu'on gère l'arrêt de la carrière, la reconversion, notamment au regard de la fédération, au regard des partenaires, des sponsors, de tous ces gens qui t'encadrent quand tu es sportif? Comment est-ce que tu leur annonces et comment ça se passe? La première chose, c'est le choix. Il faut faire ce cheminement. Il faut décider qu'on va arrêter. Et c'est une petite mort, quoi. Il faut décider de mettre de côté cette discipline, ce sport, cet art martial qui vous a fait vibrer tant d'années, auquel vous prenez énormément de plaisir quand vous êtes sur le tatami, de communion avec le public. Quand j'ai fini ma carrière, je me souviens, j'avais fait un article dans l'Équipe. D'ailleurs, ça coïncidait au jour où Michel Desjoyaux avait gagné la Route du Rhum ou dans des globes, je sais plus laquelle. Et j'avais dit que j'aimais pas le combat. C'est un peu étonnant pour un grand combattant comme toi. Ouais, le combat, c'était ni plus ni moins un moyen pour moi c'était mon ascenseur social, j'ai envie de dire. Mais moi, je suis un gentil, je suis pas un mec qui aime frapper les autres. Donc, quand j'étais beaucoup plus fort que mes adversaires, je les battais sans les humilier, je gagnais sans chercher le panache. Mais là, quand j'avais des adversaires qui étaient hyper forts et hyper pointus et hyper calibrés, là, je m'en donnais à cœur joie. J'avais en face de moi un défi à relever. Et c'est comme ça que j'ai toujours pris le combat comme un jeu. Et les Chinois, quand ils m'ont vu débarquer à 35, 37 ans, 38 ans, et que j'aimais toujours le taekwondo, que je venais dès que j'avais un peu de temps libre en dehors de mon travail de Veolia, j'allais m'entraîner avec eux, ils étaient stupéfaits. Les Chinois, ils ne choisissent pas leur discipline, c'est le gouvernement qui leur impose. Moi, j'ai choisi mon sport, j'ai payé pour faire ce que j'ai fait. Et j'ai arrêté pour des mauvaises raisons. J'ai arrêté parce que c'était la crise financière. Non pas, comme tu disais tout à l'heure, que j'étais au bout du rouleau et que j'étais fatigué et que j'en pouvais plus. J'ai gagné mon dernier titre de champion de France. J'avais 43 ans. C'était juste avant les Jeux de Rio. Et aujourd'hui, quand on me dit il y a des prize money au taekwondo, aujourd'hui, il y a un homme d'affaires chinois qui donne $70 000 à un vainqueur d'une compétition. Quand je vois que moi, je gagnais 12 000 € et j'étais super content à l'époque parce que ça n'existait pas et c'était la norme que j'avais su instaurer. Là, tu me parles de $70 000. J'ai dit, mais moi, je reviens. J'en gagne 2 et je mets un terme à ma carrière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je suis quelqu'un de challenge et toujours cette flamme en moi, que ce soit dans le business et que ce soit dans la vie d'ancien sportif, j'ai cette flamme. Bon, donc il y a des chances qu'on revoie Pascal Gentil sur le circuit taekwondo dans quelques mois. C'est marrant parce que j'ai gagné mon dernier titre à 43 ans en 2016 et pour rigoler, hein, j'ai toujours dit pourquoi s'arrêter à 18 quand même, je pourrais aller jusqu'à 20, finir à un chiffre rond. Allez, je fais mon dernier titre, mon 20e titre, je le ferai à 50 ans.
Je viens d'avoir mon anniversaire, c'était le 15 mai. Je viens d'avoir 47 ans. Bon, il te reste 3 ans, Pascal. Ouais. C'est incroyable. 3 ans, 47 ans. Allez, si tu pousses à 4 ans, tu te refais une Olympiade. 2024 à Paris? Bah, ce serait l'idéal quand même, non? Non, je préfère être président de la fédération à ce moment-là. D'accord. Bah écoute, on se reparle dans 4 ans, ça te va? Ouais. Écoute, on est en train de prendre beaucoup de ton temps et je t'avais promis que ça durerait qu'1 heure. Alors, si toi, tu as du temps, moi, ça me va très bien. Juste avant de te laisser partir, je voudrais quand même te poser quelques petites questions. Si tu pouvais te transformer en un tout petit Pascal, enfin tout petit, pas si petit que ça, mais et remonter le temps et te parler au Pascal de quand tu avais 18 ans, quand tu découvrais le taekwondo, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Méfie-toi, mon gars, ça va être hyper dur. J'ai dit méfie-toi, c'est pas méfie-toi, c'est prépare-toi, mon gars, parce que ça va être hyper dur. C'est plutôt dans ce sens. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné dans le sport? De passer des diplômes en dehors du sport. S'il y avait une chose que tu pouvais faire différemment dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait? Une chose que je pourrais faire différemment dans ma carrière. Une chose que je pourrais faire différemment dans ma carrière. Vaste question. Je vois pas. J'assume tout ce que j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai fait. C'est ce qui m'a appris à grandir, c'est ce qui m'a permis de grandir. J'ai toujours appris. Je n'ai jamais perdu. Quand on me demande combien de combats t'as perdu, je réponds, je n'ai jamais perdu. J'ai toujours appris. Ah. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment? Tu vois bien que tu me poses une colle et je peux pas te répondre. Ok. Bah écoute, ça pourrait presque être le mot de la fin. C'est une très belle conclusion. Une dernière question. Si tu rencontrais demain un petit jeune qui veut se lancer dans le taekwondo et avoir une carrière aussi belle et aussi prometteuse que toi, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je pense que je lui dirais, ne choisis jamais la facilité. Cherche toujours à apprendre. Cherche toujours à être à l'écoute de ton enseignant et de ton corps. Et fais pas ça pour l'argent, fais ça parce que ça te plaît. Et il y a que comme ça que tu vas affronter les difficultés de la vie avec le sourire, quoi, de façon positive. Voilà ce que je lui dirais. Et t'aurais presque pu terminer en disant et c'est que comme ça que tu y arriveras, que tu réussiras. Et je pense, ouais. Je pense, mais c'est que comme ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'ère numérique qu'on est. Ça va vite, on veut tout de suite, on veut l'information tout de suite, on veut réussir tout de suite, on veut gagner tout de suite, on veut gagner de l'argent tout de suite. Et la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est le nombre d'heures que tu y passes, le nombre de temps que tu y travailles, le nombre de temps que tu y consacres. Ça ne se comptabilise pas uniquement au nombre de followers. D'heures de travail et d'abnégation qu'on peut mettre en œuvre. Exactement. Bah écoute, si ça te dérange pas, il faudra que quand tu reviens en Europe, tu passes voir mes enfants. J'aimerais bien que tu leur dises. Je viens de temps en temps au Luxembourg pour l'association de Zidane est là. Bon, je te regarderai de haut parce que je suis un petit gabarit, mais ça me ferait quand même très plaisir. Juste avant de te laisser partir, une dernière question. S'il y avait quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast, une sportive ou un sportif, est-ce que tu aurais un nom à nous recommander? Un défi peut-être pour moi pour aller rentrer en contact et interviewer cette personne. Comme je vous le disais, le réseau a été très capricieux et nous n'avons pas pu terminer notre conversation. Pascal est en Chine et nous n'avons pas réussi à nous reconnecter immédiatement. Toujours est-il que nous étions quasiment arrivés à la fin et Pascal m'a confié que le sportif à qui il souhaiterait faire un passage de témoin est Richard Dacoury. Je vais donc me jeter sur ce défi pour essayer d'avoir à ce micro un grand basketteur tel que Richard Dacoury et j'espère que dans les prochaines semaines, je serai à même de vous proposer une aussi belle interview. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en me laissant un petit commentaire sur les réseaux sociaux, vous cherchez Dans les vestiaires ou encore avec une note sur Apple Podcast. Et je vous rappelle, la newsletter, si vous voulez rester informé, vous retrouverez les notes des épisodes, les recommandations de mes invités. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine interview. Salut les sportifs. Attends une seconde, je vais ouvrir à ma fille. Tu m'entends? Ah, ça y est, je t'entends. Pas de souci. On est en Chine. C'est le grand firewall qui a frappé. Ouais, sans doute. Ouais, en Chine, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées et qui sont de Google à Facebook, en passant par WhatsApp. Enfin, à mon avis, Zoom, ça doit pas trop être autorisé non plus, à mon avis.